Bien, bonjour aux courageux qui se sont levés pour venir nous voir ce matin. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un thème sur les peuples autochtones des Antilles, à savoir les Taïnos des Grandes Antilles et les Kalinago des Petites Antilles. On fera un focus surtout sur les Kalinago. Et là, eh bien, on va commencer par se présenter. Je laisse la parole à Fabienne. Donc bonjour, je suis Fabienne Janas, j'interviens au lycée de Bellevue à Fort-de-France, en Martinique, en histoire géo, et je suis également membre, comme Madame Artigot, du groupe de réflexion et de formation de l'Académie et membre de l'équipe 10. Bien, moi je suis Gisèle Artigot, je travaille depuis 20 ans, j'enseigne dans le collège Suzanne Roussy-Césaire, aux Trois-Îlets en Martinique. Je suis également formatrice, je suis membre du groupe de réflexion de formation en Martinique et je suis chargée de mission d'inspection auprès d'IBER. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un travail qui prend appui sur une fiche pédagogique que nous avons élaborée justement dans le cadre du GRF. Donc le GRF, depuis plusieurs années, nous élaborons des fiches d'activité sur les adaptations de programmes pour permettre aux enseignants de Martinique justement d'enseigner les adaptations que Fabienne va vous présenter. Donc on parle d'adaptation parce qu'en fait, très rapidement, les enseignants des Antilles et également de la Réunion ont revendiqué la possibilité de pouvoir proposer des exemples qui correspondent au milieu et à l'histoire locale. Et officiellement, donc, à chaque changement de programme, le ministère accepte de nous permettre d'enlever une partie, certains chapitres, afin de les remplacer par des chapitres équivalents qui parlent des mêmes thématiques, mais qui sont plus adaptés aux exemples locaux. Alors, pour la Martinique, par exemple, dans le cadre de la classe de seconde, pour le thème 2, le chapitre 1 qui porte sur l'ouverture atlantique nous permet d'aborder la question du contact avec les Européens après la découverte des Amériques, entre guillemets, découverte en 1492. Et donc, plutôt que d'aborder ce thème par l'angle des conquistadors, Hernán Cortés, etc., nous avons choisi de plutôt mettre l'accent sur la société Kalinago, qui est finalement assez méconnue par nos élèves. Donc ça, c'était la fiche support pédagogique. Donc notre intervention se fera en deux temps. Dans un premier temps, l'approche scientifique. On va faire le point sur nos connaissances sur les Kalinago au XVe siècle. Ensuite, je vais vous exposer les différentes phases de la colonisation des Antilles dans cette partie 1492 et après. Fabienne vous présentera ensuite les mémoires héritage des Kalinago. Et le deuxième temps, ça va être la présentation de l'atelier numérique Historiflix. Donc, les Kalinago au XVe siècle. Il y a eu un important renouveau historiographique ces 20 dernières années. Pendant à peu près 5 siècles, on les a nommés d'Indiens, Caraïbes, indigènes, Kalina. Et en fait, ça entretenait une grande confusion sur leur origine ethnique. On sait maintenant en fait qu'ils sont les descendants des Kalinia de Guyane et qui s'appellent Kalinago comme leur ancêtre mythique. Donc en fait, la confusion sur le mot Caraïbe est née dès la rencontre des Espagnols avec les Taïnos en 1492. Lorsque Christophe Colomb arrive ici, dans l'île de Guanahani, le 12 octobre 1492, il rencontre une population qu'il va nommer Indiens. Et je cite dans son journal de bord, il dit qu'ils sont nus de belle stature et c'est une population craintive. Donc il les nomme Indiens, pensant être arrivés aux Indes, nous le savons, mais eux-mêmes se nomment Taïnos ou Mitaïnos. Ils sont organisés, ils vivent dans des villages organisés en cacica, c'est-à-dire sous la direction d'un chef qui s'appelle le cacique. Donc, ceux-ci, les Taïnos, informent les Espagnols qu'il y a des Canibas ou Caribas qui vivent dans les îles plus au sud, c'est-à-dire dans les petites Antilles qui sont ici, et que ces Caribas ou Canibas seraient violents et anthropophages. Donc, c'est de là que les Espagnols vont distinguer ces Caribas ou Canibas en les appelant Caraïbes, et ils vont les distinguer des Taïnos, des Grandes Antilles. Pour eux, ce sont deux peuples différents. Donc, lors du deuxième voyage de Christophe Colomb, il aboutit un peu plus au sud, il va s'arrêter à la Guadeloupe, et là, les Espagnols vont découvrir des restes humains boucanés, c'est-à-dire fumés, ce qui
va bien confirmer le fait que les Caraïbes des Petites Antilles sont anthropophages. Et c'est à partir de cette racine caniba que va naître le mot cannibale, devenu synonyme d'anthropophage. Justement, ce sont les Espagnols qui ont donc créé ce mot. Les sources écrites postérieures vont perpétuer cette légende. Alors, qu'est-ce qu'on entend par source écrite? À part les sources espagnoles, on va avoir des sources françaises qui datent du XVIIe siècle. Une quinzaine de sources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, qui sont des chroniques de voyageurs, de missionnaires, de flibustiers. Deux sources sont très importantes, qui sont citées ici. Celle du révérend père Raymond Breton, dans deux ouvrages, Relations de l'île de la Guadeloupe, et surtout ce précieux dictionnaire caraïbe français, qui nous permet de connaître la langue des Kalinago. Il y a un deuxième ouvrage qui est important, qu'on a vu d'ailleurs au Salon du Livre, qui a été écrit par Jean-Pierre Moreau, qui s'appelle « Un flibustier français dans les Antilles ». C'est un ouvrage en fait qui va livrer la relation d'un marin qui a été recueilli par les Kalinago entre 1618 et 1620. Tout l'équipage a été recueilli par les Kalinago, ils étaient quasiment en train de mourir de faim, et les Kalinago se sont occupés d'eux pendant plusieurs mois, les ont requinqués, et donc c'est un témoignage plutôt positif. À l'inverse des autres témoignages, et en fait, il y a deux limites à toutes ces sources écrites que l'on a, et qui, pendant longtemps, ont servi d'unique base pour la connaissance des Kalinago. D'une part, c'est qu'ils sont écrits par des Européens, donc les Européens jetent un regard déformé, ils ont un prisme déformant, puisqu'ils viennent là avec un projet de colonisation et d'évangélisation. Souvent, ils appellent Kalinago sauvages. Et la deuxième limite, c'est que ce sont des témoignages qui datent du XVIIe siècle, ce qui fait qu'en fait, on ne connaît pas l'histoire des Kalinago avant. Donc, le renouveau historiographique est venu d'une part de l'archéologie et d'autre part de l'ethno-anthropologie. Donc, avec les artefacts archéologiques qui ont été retrouvés dans les Petites Antilles, les archéologues ont pu diviser le passé précolombien en deux âges, deux périodes. Un premier âge pré-céramique qui témoigne de migration, de première migration à partir de l'Amérique centrale, du Yucatan, certainement du Nord, on pense aussi de la Floride. Donc des populations qui auraient migré, qui auraient peuplé les grandes Antilles et qui ensuite seraient descendues dans les petites Antilles vers moins 1500. Donc ces premières migrations datent entre moins 4000 et moins 5000 et moins 4000 avant Jésus-Christ. Ce sont des nomades maritimes qui auraient fréquenté les petites Antilles. Par exemple, en Martinique, on a trouvé un campement temporaire qui date à peu près de moins 1500. Donc ça, c'est l'âge pré-céramique. Ensuite, un âge céramique dont témoigne une culture matérielle et qui correspond à une deuxième période de migration, donc celle-ci, à partir du bassin guyano-amazonien, à partir de moins 500 à peu près, des migrations qui se seraient déroulées vers les Antilles. Et là, ce sont les ancêtres des Kalinago et des Taïnos. Trois périodes vont être distinguées dans l'âge céramique, donc un céramique ancien, moyen et récent. Ce qui est important surtout, c'est que chaque période donc, va être, correspond en fait à des trouvailles archéologiques. Donc en archéologie précolombienne, on dit que la culture est éponyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va être baptisée du lieu où on a trouvé les vestiges les plus anciens. Donc la première forme de culture qu'on va avoir pour ces Amérindiens qui ont migré, ça va être la culture du saladoïde ancien. À quoi ça correspond? Ça correspond à des vestiges qui ont été trouvés à Saladero au Venezuela et qu'ensuite on va retrouver dans les Antilles. C'est comme ça que l'on sait que ces populations viennent justement du Venezuela et des Guyanes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on va avoir une modification de ces céramiques, mais en fait, ce sont des modifications endogènes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a à aucun moment trace de migration d'un peuple différent qui aurait migré dans les Antilles pour apporter une autre culture matérielle. Par exemple, si je passe au Tromasoïde, les vestiges les plus anciens qu'on a trouvés sont sur le site de Tromacé à Sainte-Lucie, c'est-à-dire dans les Antilles. Donc c'est une évolution endogène. Ensuite, le Suazoïde correspond à des restes qu'on a trouvés à Grenade, donc encore dans les Antilles. C'est comme ça qu'on sait qu'en fait, il n'y a qu'une seule population qui a migré sur plusieurs siècles, mais qu'il n'y a pas une deuxième population qui aurait pu venir s'interposer dessus. D'accord ?
Ensuite, les ethnolinguistes ont identifié une origine ethnique commune au parler insulaire des Petites Antilles et au parler des Kalinas continentaux. Ce qui a pu certifier qu'ils ont tous un tronc linguistique commun, qui est la famille de langue arawak. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pendant longtemps, pour ceux qui sont arrivés après, on a cru qu'il y avait dans les Petites Antilles, à l'arrivée des Espagnols, des Caraïbes qui auraient exterminé une population intérieure qui s'appelait des Arawaks. En fait, ça c'est un mythe qui est né du colonisateur, qui a permis de justifier le fait de chasser et de massacrer ces Caraïbes. Il y a une relecture depuis 20 ans. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une seule population, qu'aujourd'hui on appelle Kalinago, et qui est issue donc de l'Amérique du Sud. Dernier point, quand on étudie la cosmogonie des Kalinia continentaux, c'est-à-dire de Guyane, et les cosmogonies des Kalinago et des Taïnos des Antilles, c'est très proche. Donc ça, c'est un élément supplémentaire qui nous montre donc qu'il y a une parenté. Donc maintenant qu'on a fait le point et qu'on sait que les Kalinago et les Taïnos ils sont issus d'un ancêtre commun, on va vous présenter ce que nous savons aujourd'hui des Kalinago, forcément au XVe siècle, puisqu'on n'a pas de source sur les Kalinago avant ça. Donc comme je vous l'ai déjà dit, les Antilles ont été peuplées par des migrations successives de Kalinia, qui sont partis de Guyane et qui progressivement ont remonté toutes les Antilles jusqu'aux Grandes Antilles. Donc ces migrations se font à bord de pirogues communautaires qui sont appelées Kanawa. Ce sont des pirogues qui sont très grandes, qui sont à peu près aussi larges que la salle que vous voyez ici, même un peu plus, pas large, pardon, longue, où peuvent embarquer 30, 40, 50 personnes. Ils peuvent amener avec eux des animaux, ils amènent les enfants, tout le matériel qu'ils font. C'est une migration qui est définitive. Donc ces migrations vont aboutir à quoi? Dans les Grandes Antilles, tout ce que vous voyez ici en haut, ce qu'on appelle les Grandes Antilles, ça va être plutôt Cuba, Saint-Domingue, la Jamaïque. Donc dans les Grandes Antilles, on note que ces populations vont se fixer à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Si on fait un bond dans le temps, à peu près 1000 ans, un millénaire, on va noter dans les trouvailles archéologiques que ces populations dans les Grandes Antilles se fixent à partir du 7e siècle et vont se sédentariser. Elles vont vivre dans des sociétés organisées sous la direction d'un chef, et c'est cette fameuse civilisation taïnos que les Espagnols vont rencontrer à leur arrivée aux Antilles. Alors que dans les Petites Antilles, va se développer une autre forme de culture, la société Kalinago, par transformation endogène sur la longue durée. Le fait de s'installer dans les Grandes Antilles vont permettre à des populations de se sédentariser, alors que les Kalinago vont rester, eux, des semi-nomades. On estime que c'est une communauté qui est composée à peu près de 3000 à 4000 individus et qui va se disperser sur 600 km de la Grenade jusqu'à Guadeloupe. Alors, la société Kalinago, je ne vais pas trop développer dessus parce qu'on n'a pas un grand temps de parole, mais sur la fiche que nous avons élaborée, et on vous dira tout à l'heure où elle est accessible sur le site de l'Académie de Martinique, c'est beaucoup plus détaillé. C'est une fiche qui fait quand même 9 pages, donc on dit beaucoup de choses. Alors, en bref, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont des petites communautés de quelques centaines de personnes qui vont vivre dans des villages et qui vivent... Leur mode de vie, c'est entre sédentarisation et mobilité. Ils se nourrissent autant des ressources de la mer que de la terre ou de la cueillette. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est une société insulaire semi-mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils envisagent l'archipel des Petites Antilles comme un tout, en fait. Pour eux, ce n'est pas du tout un espace fragmenté, c'est leur territoire qu'ils vont parcourir. Et la mer joue un rôle important, c'est un espace de continuité entre ces îles. Donc ce sont des marins qui vont naviguer d'île en île. Pourquoi? Parce que chaque île remplit une fonction différente. Ils vont s'approvisionner dans les îles, ils vont rencontrer d'autres communautés Kalinago qui sont sur ces îles. C'est ainsi que le nom de ces îles correspond à ces fonctions. Par exemple, la Martinique s'appelait Yanacoera, ce qui signifie l'île aux iguanes. La Guadeloupe s'appelait Calucaera, c'était l'île aux gommiers. Marie-Galante, Aichi, l'île au coton, et ainsi de suite. Toutes ces îles, en fait, correspondent à une ressource plus importante que l'on va trouver.
Kalinago ont une bonne connaissance des constellations également, et ça leur permet de se repérer et dans le temps et dans l'espace. Donc les constellations étaient regroupées en deux ensembles qui déterminaient deux saisons opposées, les saisons que l'on va toujours retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire la saison des pluies et la période de sécheresse. Et si on regarde, en fait, ces constellations vont porter des noms souvent d'animaux locaux. On va retrouver le crabe, on va retrouver le lambi. Et les Kalinago sont avant tout des guerriers, alors que les Taïnos ont évolué, les Taïnos sont des guerriers également, mais ils ont évolué vers un mode de vie quand même plus pacifique. Les Kalinago restent assez belliqueux, ils mènent souvent des expéditions guerrières, il peut y avoir des coalitions d'ailleurs de plusieurs îles qui vont combattre d'autres populations. Les combats en général sont brefs et aboutissent à la capture de prisonniers. Donc ces prisonniers, ils vont les ramener avec eux, des hommes, des femmes. Ils vont pouvoir vivre avec eux pendant plusieurs mois. Et puis, il y a un moment où des hommes vont être sacrifiés lors d'une cérémonie qui s'appelle le kawinage, et ils vont être consommés. Donc en fait, c'est une cérémonie collective ritualisée dont l'objectif est de s'approprier la force du guerrier. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Voilà. Il y a une anthropophagie, c'est vrai, les Kalinago sont anthropophages, mais en fait, il y a une dimension spirituelle. Cette anthropophagie, c'est une réparation. Dans la conception des Kalina continentaux, tout comme celle des Kalinago, le corps a une puissance spirituelle. Et tout le groupe crée une force spirituelle. Quand le boyer, qui est le chaman chez les Kalinago, va officier, il a besoin de s'appuyer sur la force spirituelle de tout le groupe. Lorsqu'il y a un membre du groupe, un homme qui a été mangé par les ennemis, par exemple, il faut absolument récupérer cette force spirituelle. Donc le fait de récupérer l'ennemi qui a mangé dans le membre de la famille et de le consommer à son tour, ben, ça permet de récupérer cette force spirituelle. C'est pour ça que l'on dit qu'en fait c'est une anthropophagie rituelique d'ordre religieux qui a pour but de maintenir l'équilibre du groupe. D'ailleurs, donc ça, en fait, je l'ai appris, c'était un entretien que j'ai eu avec Benoît Bérard, qui est un archéologue, anthropologue, chercheur à l'Université des Antilles, qui a beaucoup fait progresser la connaissance donc, sur les Kalinago. Et il m'expliquait que même, comment on le sait également parce qu'on a des témoignages ultérieurs, que même quand ils se font piquer par un moustique, ils essayent de récupérer le moustique qui a pris leur sang et de l'ingérer, pour ne pas perdre cette puissance. Donc vraiment, il y a une dimension très importante d'équilibre du groupe. Et puis, c'est ainsi qu'on s'inscrit dans le cycle permanent de la vengeance. Pourquoi? Parce que les ennemis vont tenter de faire la même chose avec les Kalinago. C'est un monde où il y a quand même beaucoup de conflits. Donc maintenant, après vous avoir présenté les Kalinago, on va parler des phases de la colonisation européenne. Ça, c'est vraiment un pan de l'histoire qui est très peu connu également. Donc, la colonisation européenne, elle va débuter à la fin du XVe siècle avec l'arrivée des Espagnols, avec ce qu'on appelle la conquista du Nouveau Monde. À la reconquista en Europe va succéder la conquista du Nouveau Monde. Donc on sait très bien que les caravelles partent le 3 août 92 d'Espagne, et après plus d'un mois de traversée, elles touchent l'île de Guanahani, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 12 octobre 1492. Nous sommes le 8. Dans quelques jours, nous allons commémorer les 530 ans de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Antilles. Donc les premiers contacts avec les Taïnos sont pacifiques, et Christophe Colomb, avec les frères Penson, qui pilotent les deux autres caravelles, vont prendre possession donc, des îles, ici des Lucailles, qu'on appelle aujourd'hui les Bahamas, mais également de Cuba, de Saint-Domingue, au nom des rois catholiques. Très rapidement, il va y avoir une première phase de colonisation dès le deuxième voyage de Christophe Colomb en 1493, avec une colonisation progressive à Hispaniola ou Saint-Domingue dès 1493, la Jamaïque 1509, Porto Rico 1510, Cuba 1511. Quel est l'objectif? C'est trouver de l'or, parce que quand ils arrivent dans ces îles, ils voient que les Indiens, les Taïnos, portent des bijoux en or. Donc évidemment ça correspond au mythe de l'Eldorado, donc ils vont voler tout l'or des Indiens et ensuite les forcer à travailler pour aller récupérer l'or qu'on va avoir dans le sol dans les mines.
Évidemment, au premier contact pacifique va succéder des révoltes très rapidement, des soulèvements par les chefs taïnos, mais ceux-ci sont rapidement éliminés. En fait, pourquoi cette victoire sur les taïnos va être aussi rapide? Il y a 3 éléments de réponse. D'une part, le déséquilibre de l'armement. D'un côté, on a des armes à feu, de l'autre côté, on a des arcs, des flèches, des lances. Le deuxième, c'est le choc microbien. On sait très bien... C'est pas grave. On sait très bien qu'il y a ce fameux choc microbien qui va décimer les Indiens. Et puis le fait que la société soit très hiérarchisée, très organisée, fait qu'une fois qu'on a coupé les têtes, qu'on a coupé les chefs, la société se retrouve divisée, un peu démunie, et ça va permettre aux Espagnols de les vaincre assez rapidement. Donc là, en fait, c'est quelques éléments d'illustration sur l'arrestation de chefs taïnos, des chefs qui aujourd'hui sont commémorés dans toutes ces îles. La conclusion pour les taïnos, ça va être laquelle? Un déclin démographique effroyable en une seule génération. Donc, on évalue, parce qu'évidemment il n'y a pas de recensement, mais des évaluations ont été faites, 1492, arrivée des Espagnols, entre 4 et 5 millions d'autochtones dans les Grandes Antilles. En 1512, il en reste 26 700. En 1570, 125. Alors ces chiffres-là avaient déjà été utilisés par Las Casas lors de la controverse de Valladolid et avaient été remis en question. Et puis récemment, il y a une université aux États-Unis, l'université de Berkeley, qui a fait des recherches et qui a abouti au résultat que les chiffres de Las Casas correspondaient à la réalité. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette réalité-là, et ça montre bien à quel point le déclin a été rapide et effroyable. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans les petites Antilles? D'accord? Parce que là, on a vu les grandes Antilles. Revenons au Kalinago. Pendant très longtemps, on a pensé que il ne se passait rien pendant cette période dans les petites Antilles. Or, un historien qui s'appelle Jean-Pierre Moreau, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, lui montre que c'est vraiment un lieu frémissant de rencontres, et il a même découpé le XVIIe siècle en 3 périodes, on va dire, 16e, 17e. Donc, de 1503 à 1550, on va avoir surtout des Espagnols qui vont être là et qui vont avoir des affrontements permanents avec les Kalinago. Une deuxième période, de 1550 à 1600, où il va y avoir toujours ces rencontres belliqueuses des Kalinago avec les Espagnols, une résistance qui va s'étaler sur tout ce siècle, mais des rencontres plus pacifiques avec les Européens non hispaniques, notamment les Anglais et surtout les Français, avant qu'au début du XVIIe siècle, il y ait une intensification de ces échanges et l'affirmation des présences européennes qui vont aboutir à la colonisation. Alors, les petites Antilles, pendant toute cette époque-là, ne vont pas être des lieux colonisés, ce sont juste des points d'escale pour s'approvisionner en eau et en bois. Et ces escales aboutissent fréquemment à des altercations avec les Kalinago, des relations belliqueuses, et souvent les Espagnols vont laisser des morts à chaque fois qu'ils vont aller s'approvisionner. Cette situation va aboutir à quoi? À une haine persistante, mais vraiment une haine profonde des Kalinago à l'égard des Espagnols. Et en plus, les Kalinago, pendant tout le XVIe siècle, vont régulièrement attaquer les propriétés des Espagnols dans le nord. La haine est alimentée également par les Taïnos qui viennent se réfugier chez les Kalinago. Donc vraiment, là, c'est la haine profonde. Comment est-ce qu'ils vont réussir à résister aussi longtemps, non seulement aux Espagnols, mais aussi aux autres Européens qui vont arriver? Le fait que l'espace, l'archipel antillais, soit fragmenté en îles, ça va les aider dans les fuites. Ils maîtrisent exceptionnellement bien cet espace maritime, ils connaissent très bien les courants. D'ailleurs, des fois, ils vont conseiller les Européens, mais en fait, ce sont des faux conseils. Ils savent où les envoyer pour qu'ils se perdent dans les courants. Et puis, la connaissance des constellations, du soleil et des saisons, ça va leur permettre de résister pendant plus d'un siècle, même on va dire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, enfin, on va en parler, d'accord, à cette présence européenne, à l'invasion européenne. Donc à partir des années 1520, on va voir arriver d'autres Européens dans l'espace des Antilles, des Européens de toutes nations, mais beaucoup d'Anglais, beaucoup de Français, on va avoir des Hollandais aussi.
Alors, qu'est-ce que c'est ces aventuriers? Ben, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des flibustiers, on va avoir des corsaires, on va avoir des boucaniers. Il va s'organiser toute une nébuleuse d'échanges, donc entre Européens, mais aussi avec les Kalinago. Et cette présence va peu à peu grignoter le domaine antillais espagnol, d'autant plus qu'à partir de 1520, les Espagnols ont un peu épuisé les ressources en or et vont basculer de la partie insulaire sur la partie continentale. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à s'intéresser à l'Amérique du Sud. Donc ils vont être moins nombreux pour défendre les territoires qu'ils ont établis dans les grandes Antilles, et les Européens vont en profiter pour grignoter petit à petit ce domaine-là. Et en plus, les Européens vont peu à peu maîtriser tout cet espace maritime. Donc en fait, on s'aperçoit qu'au tournant des 16e et 17e siècles, on va avoir un circuit économique qui va s'organiser ici, à partir de Hispaniola ou Saint-Domingue, et à partir d'ici, Saint-Christophe et Nevis, qui sont des endroits où sont implantés déjà les Européens, où il y a un véritable circuit économique. Donc, qu'est-ce que... Attends, pardon, excuse-moi, reviens. Voilà. Donc les Européens, pendant tout ce siècle, ce 16e siècle, vont apprendre donc à maîtriser tout cet espace antillais, et ils vont s'approprier la vision archipélagique des Kalinago, qui eux ont une orientation nord-sud dans leur organisation sociale, dans l'organisation des échanges. Les Européens vont peu à peu s'approprier cette dimension-là, et on va avoir des échanges dans les deux sens, évidemment, puisque les Kalinago, petit à petit, vont intégrer dans leur culture des produits manufacturés des Européens et vont peu à peu modifier aussi des éléments de culture. On peut voir ici que, par exemple, bien sûr, c'est les Kanawa, ils ont adapté des voiles, ce qui n'existait pas auparavant. La véritable colonisation des Petites Antilles va débuter vers 1620-1630, et on va avoir un glissement de la part des Européens du monde marin vers le monde terrien pour commencer à cultiver le tabac, à exporter en Europe. Donc là, on rentre dans la phase de cycle du tabac, dans la culture dans les Antilles. Et pourquoi c'est possible? On se rend compte que finalement, les Petites Antilles ont été intégrées aux grands axes de commerce Est-Ouest. Donc les premières installations sont le fait d'aventuriers anglais et français à Saint-Christophe, qui est ici, qui est une petite île, et pourtant anglais et français vont s'y installer en même temps, et les Anglais vont également s'installer ici à la Barbade, qui est vierge de Kalinago, en 1627. Donc cette colonisation va se heurter au Kalinago très rapidement, surtout que le territoire est exigu, et ça va aboutir dès 1627 au massacre d'1 millier de Kalinago par une alliance franco-anglaise, et c'est ainsi que débutent ce qu'on appelle les guerres euro-caraïbes, qui vont durer jusqu'à 1660. Donc on va avoir des Kalinago qui vont résister à cette inexorable invasion européenne, mais c'est vrai que le rapport démographique leur devient rapidement devient difficile, parce qu'ils jouent à leur défaveur. Donc, si on fait un peu un état des lieux, on va avoir les Kalinago qui se concentrent surtout ici, dans cette partie méridionale des Petites Antilles, qui va de la Guadeloupe jusqu'à Grenade. Leur terre-mère, c'est la Dominique, qui est entre la Martinique et la Guadeloupe, donc qu'ils appellent Ouaiti-Kabuli. Ça, c'est vraiment leur terre-mère, leur terre ancestrale. Alors, la colonisation, les Anglais vont préférer s'installer dans les îles du Nord ou à la Barbade, qui sont quasiment vierges de Kalinago, alors que les Français, eux, vont investir vraiment les terres où sont les Kalinago, c'est cette fameuse Antilles méridionale dont je viens de vous parler. Donc évidemment, pendant tout ce temps-là, les Kalinago vont défendre farouchement leur territoire, les Européens vont vouloir coloniser de plus en plus, il va y avoir plein d'accords qui vont être conclus, des accords de paix qui ne seront jamais respectés. Et on note qu'en fait, Anglais et Français, pendant toute cette période, forment des alliances systématiques contre les Kalinago pour les expulser et les éliminer. Pendant tout ce temps-là, la mer va vraiment jouer un rôle essentiel, parce que ces conflits se déroulent autant sur terre que sur la mer, autour donc des îles de Saint-Christophe et Antigua au nord, et des 5 îles du sud, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenade.
Alors, pour vous donner un petit exemple, on a pris l'exemple de la Martinique, où en 1657, décembre 1657, il va être conclu un accord entre les Kalinagos, à qui va être laissée cette partie de territoire, ici on va dire au nord-est, alors que les Français conservent cette partie qui est ici, donc au sud-ouest. Mais très rapidement, dès mars 1658, des conflits vont reprendre. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les Hollandais ont importé la canne à sucre depuis l'Indonésie. Ils avaient commencé à la cultiver au Brésil, et puis ils sont chassés du Brésil par les Brésiliens. Chassés du Brésil, ils arrivent où? Dans les petites Antilles, avec leur canne à sucre. Et on va débuter donc le cycle de la canne. Après le cycle du tabac, on va débuter le cycle de la canne à sucre avec des plantations de canne à sucre. Alors dans les Antilles, on n'appelle pas ça des plantations, on appelle ça des habitations. Il va y avoir des habitations sucreries qui vont se développer. Et les habitations sucreries sont dévoreuses de terre. Donc on a besoin de plus en plus de terre pour cultiver la canne, pour fabriquer du sucre, à envoyer en Europe, pour s'enrichir. Et donc à partir de là, les conflits vont s'exacerber contre les Kalinagos qui continuent à défendre leurs terres. Le traité de Basse-Terre, en Guadeloupe, en 1660, va mettre un terme à la guerre. Donc quels vont être les termes de ce traité? Eh bien les Kalinagos, on va leur laisser deux îles, la Dominique et Saint-Vincent. D'ailleurs aujourd'hui on trouve encore des populations Kalinagos dans ces îles. Et alors que les Européens vont garder les autres îles. Et jusqu'en 1763, les Kalinagos vont trouver refuge sur ces deux îles qui vont être appelées des îles neutres. Donc en fait, on se rend compte que les Kalinagos ne disparaissent pas de ces territoires qui sont colonisés. Ils y sont régulièrement recensés. On a une historienne en Martinique qui s'appelle Jessica Pierre-Louis, qui a fait des études sur les recensements justement au XVIIe siècle et qui a retrouvé donc ces Kalinagos dans la population, mais c'est vrai qu'ils sont peu à peu absorbés. Ceux qui restent sur les îles colonisées sont peu à peu absorbés. Ils vont avoir un statut particulier, c'est-à-dire qu'en tant qu'autochtones, ils vont avoir un statut de libre. Ils ne seront pas esclavisés comme les populations d'origine africaine qui vont arriver dans les îles. Ils vont avoir ce statut de libre. Cependant, c'est quand même un peu flou parce que dans les recensements, on voit que certains sont esclavisés. Mais normalement, ils doivent avoir ce statut. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ils vont résister à la colonisation de la Dominique et de Saint-Vincent. Et puis, ils vont continuer à circuler dans l'espace antillais jusqu'au début du XXe siècle. Donc voilà, pour ma partie, j'ai quasiment terminé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Que les XVIe et XVIIe siècles sont une rupture dans l'organisation des échanges dans l'archipel des Antilles. Auparavant, il y avait une vision archipélagique orientée nord-sud de la part des Kalinagos, où la mer était vue comme un espace de continuité. À cela va succéder une conception européenne, terrienne et fragmentée des Antilles, avec des flux qui vont plutôt être orientés est-ouest, dans une culture atlantique. Donc on passe d'une culture caraïbe à une culture atlantique. Et on peut dire que ça perdure jusqu'à aujourd'hui, que les Antilles sont toujours un espace fragmenté, où les échanges ne sont pas très simples, et où les échanges sont surtout orientés dans une dimension est-ouest, avec tous les problèmes que ça peut causer, de coûts, de temps, de rupture spatio-temporelle. Donc voilà, ma partie est terminée, je laisse maintenant la parole à Fabienne. Donc vous l'avez compris, il y a eu pendant ces 3 siècles un certain nombre d'interactions, il y a vraiment des échanges entre ces populations Kalinagos et les Européens. Ce ne sont pas deux mondes qui restent isolés, fermés les uns aux autres. Donc en fait, on s'interroge donc sur les héritages qui peuvent aujourd'hui subsister dans nos sociétés antillaises. Alors tout d'abord, au niveau de la population, on va pouvoir constater qu'il n'y a pas eu vraiment un métissage génétique très important, parce que si les chroniqueurs et les historiens, les archéologues qui travaillent aujourd'hui sur la question attestent, comme Jessica Pierre-Louis dans son mémoire de maîtrise sur le nord de l'île, atteste effectivement qu'il y a eu des unions entre Européens et Kalinagos, on observe malgré tout que
Ces derniers sont moins importants que dans d'autres colonies américaines, comme dans la Nouvelle-France par exemple. Cependant, on réussit à remonter certaines généalogies, comme ici pour Ernest Deproche, qui est un avocat martiniquais très connu du 19e siècle, pour lequel on a réussi à remonter dans la branche de sa mère jusqu'à des racines caraïbes, enfin, Kalinago. Plus important, ces métissages, on va les retrouver dans l'île de la Dominique ou dans ces territoires comme Saint-Vincent également, qui sont restés neutres après le traité de Basse-Terre en 1660, et plus particulièrement aujourd'hui à la Dominique, puisqu'en 1903 a été créé le Kalinago Territory, qui est une espèce qu'on peut parler avec un raccourci d'une réserve, mais ceci a permis aux descendants des Kalinago de pouvoir préserver et aussi diffuser la culture de leurs ancêtres. Moins connus, on a aussi les descendants issus des unions entre les esclavisés africains qui ont profité justement de la présence des Kalinago dans les îles pour fuir les habitations, ce qu'on appelle les marrons. Donc il y a eu des unions, de ces unions sont nés des enfants, et cette communauté qui va se former a été appelée Black Caribs ou aussi Garifuna, mangeurs de manioc. Et justement, au moment des guerres caraïbes et avec la signature du traité de Basse-Terre, ces populations ont plutôt migré vers Belize et le Honduras. Ce qui est intéressant, c'est que ces Caraïbes noirs, aujourd'hui, revendiquent leurs racines Kalinago. Et d'ailleurs, sur le logo du Garifuna Nation, on retrouve les éléments qui sont liés justement au caractère maritime de la société Kalinago. Alors, si le métissage génétique n'est pas si important, on va trouver quand même des traces des racines Kalinago au niveau de la langue, surtout dans les Antilles, dans toutes les Antilles, dans la langue et au niveau aussi de certains domaines comme la pêche ou la gastronomie. Au niveau de la langue, par exemple, les Européens ont gardé parfois et ont transmis les noms indiqués par les Kalinago quand ils leur expliquaient le rôle des plantes, les types d'animaux qu'ils pouvaient consommer, donc tout ce qui est faune et flore. Et par exemple, chez nous, ce petit lézard, on va l'appeler l'anouli. L'opossum local, aux Antilles, on va l'appeler le manicou. Donc vous avez plusieurs espèces et végétaux qui sont conservés dans cette dynamique. Au niveau de l'alimentation, le manioc qui est essentiel dans l'alimentation Kalinago est aussi très consommé dans toute la région. Alors ça va être sous forme de farine comme le couac en Guyane, mais c'est aussi la cassave qui est consommée très régulièrement. Une espèce de galette à base de manioc. Au niveau de la pêche, vous allez entendre les pêcheurs qui vont dire qu'ils vont à la pêche au titiri, des tout petits poissons. Ils vont lancer la selle, héritage aussi des Kalinago dans le mode de pêche. Et donc, la kanawa va être transmise sous la forme du gomil. Donc un bateau qui est creusé dans le tronc de l'arbre qui porte le même nom, en une seule pièce, et qui est utilisé aussi aujourd'hui par beaucoup de pêcheurs, avec une version plus sportive, que vous connaissez peut-être, la yole, qui est rentrée d'ailleurs au patrimoine de l'UNESCO. Donc on garde une trace de cet héritage. Pour l'alimentation, on va aussi cuisiner dans le canari, et on va utiliser le cuit. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses qui traversent. Quand vous allez en Martinique, la toponymie des lieux, le Carbet, Casse-Pilote, Macouba, sont aussi, la Juba-Bouillon, sont aussi des références justement aux ancêtres Kalinago. Ces dernières années, on a une redécouverte, voire une découverte pour beaucoup, de ces racines Kalinago. Parce que pendant longtemps, nous sommes restés formatés sur les préjugés transmis sur Arawak, Caraïbes. Par exemple, le terme Kalinago, on l'utilise vraiment dans le grand public depuis une dizaine d'années. Avant, on disait amérindien, on faisait la distinction entre Arawak et Caraïbes. Donc aujourd'hui, on maîtrise un petit peu mieux ces concepts. Et ça répond aussi aux Antilles, notamment en Martinique et en Guadeloupe,
a une quête identitaire parce qu'il faut bien imaginer des populations de la Caraïbe qui sont issues de multiples métissages et qui se cherchent à la fois entre des racines européennes, des racines africaines et là, cet ancêtre commun, les Kalinago. Donc les fouilles sont réinvesties et mises en avant dans des sites comme le musée d'archéologie précolombien à Fort-de-France en Martinique ou le parc des Roches Gravées en Guadeloupe, qui sont ouverts dans la seconde moitié du XXe siècle. On va aussi avoir un réinvestissement de l'art amérindien et de cette culture par des artistes locaux. Ici, vous avez le peintre Ricardo Zier-Lafontaine, dont c'est la marque de fabrique. Et puis Victor Anisset aussi, qui essaie de faire ce mélange lors d'une exposition ici pour l'habitation Clément, entre justement les racines africaines et les racines Kalinago. On voit aussi émerger des lieux de mémoire parce qu'il y a des échanges qui se font, des associations pour la promotion de la culture et de la connaissance de cette culture Kalinago en Guadeloupe, en Martinique avec Yarisco par exemple, ou la ville de Trois-Îlets qui se réinvestit aussi de cette histoire. Et on voit émerger certains monuments de commémoration, comme ici la pierre à trois têtes qu'on va retrouver dans un giratoire de la ville du Marin dans le sud de la Martinique. Et tout ça donne à voir aux populations les racines, les héritages de nos ancêtres Kalinago. Donc, une fois que nous avons vu tout ça, vous avez bien compris avec la présentation de Madame Artigot qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Déjà, ce sont des pans de l'histoire antillaise que nos élèves connaissent très peu. Et l'intérêt donc de leur permettre d'aborder d'une façon différente cette thématique dans le cadre du chapitre sur l'ouverture atlantique. Donc nous allons vous proposer de réaliser avec eux un Historiflix. Donc l'Historiflix, de quoi s'agit-il? Vous avez dû comprendre effectivement qu'il s'agit de la contraction entre histoire et Netflix. L'idée, c'est de pouvoir, au sein de l'Historiflix, réutiliser les codes visuels de la plateforme qu'utilisent les jeunes, Netflix, de façon à ce qu'ils puissent présenter, alors ce ne sera pas un exposé, mais répondre à une problématique qui reprend cela. Alors l'intérêt de pouvoir utiliser Netflix, enfin l'Historiflix qui reprend Netflix, c'est à la fois chercher un support qu'ils maîtrisent, qu'ils apprécient, et deuxièmement, ne pas tomber dans le piège de l'exposé où on va tomber dans du copier-coller, où il n'y a pas de structuration, où on va simplement évoquer certains points. Puisqu'en fait, là, il faudra respecter un certain nombre d'éléments. Donc, l'idée pour l'Historiflix, comme il faudra présenter un certain nombre d'épisodes pour présenter son projet, il faudra pouvoir répondre à une problématique, mais aussi organiser celle-ci selon un plan. On va travailler sur le récit. Et puis, bien sûr, au-delà, on verra tout à l'heure des documents qui leur seront proposés. Ils vont devoir eux-mêmes faire une recherche documentaire pour pouvoir trouver les éléments qui leur permettront de compléter leur storyboard. Et puis tout cela permet aussi d'éduquer aux médias, puisqu'on va travailler sur les droits d'auteur, droit à l'image, et donc ils deviennent vraiment acteurs ou actrices de leurs apprentissages, puisqu'ils sont à la fois scénaristes et après aussi spectateurs, puisqu'ils verront les productions de leurs camarades. Donc on va vous montrer un petit exemple qui ne correspond pas au Kalinago, mais qui est un exemple qui a été réalisé par une élève en AGGSP sur l'espionnage, pour que vous puissiez comprendre un petit peu la démarche. Donc en fait, vous voyez que c'est un support diaporama, type diaporama pour répondre aux autres. Et les élèves vont simplement devoir compléter les trous. Donc, mettre les images, les résumés des épisodes. Et vous voyez, on reprend vraiment toute la codification du site Netflix. Là, ils doivent réaliser la petite bande-annonce qui est proposée en général sur ces films et aussi réfléchir aux documentaires avec, qui correspondent à la thématique qui leur a été donnée. Les dernières vignettes sont très importantes parce qu'elles reviennent justement sur la bibliographie, cytographie, enfin, j'indique mes sources.
Donc à la base, ce n'est pas un projet très compliqué, puisque c'est un support Diaporama. On peut l'utiliser avec un Diaporama classique Microsoft ou LibreOffice, peu importe. On peut l'utiliser aussi avec d'autres outils comme Canva. Donc c'est quelque chose qui est facile à prendre en main. Pour réaliser ce projet, nous nous proposons de les faire travailler en équipe, donc de favoriser un travail collaboratif. Et c'est pour ça qu'on vous propose les outils de la digitale qui favorisent justement ce travail collaboratif. Donc le Digipad qui va permettre d'avoir un mur type Padlet, c'est très intéressant parce que contrairement à Padlet, il n'y a pas d'inscription. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez et le processus est le même. Le DigiDoc correspond, si vous connaissez, à Framapad ou en tout cas au Google Doc, mais la même chose. Il n'y a pas d'inscription, on ne piste pas les élèves, donc ça respecte le RGPD. Le DigiRecorder leur permettra d'enregistrer la fameuse voix off qu'ils pourront mettre sur leur bande-annonce. Et le DigiCut, ceux qui ne souhaitent pas passer par Canva, par exemple, et qui veulent juste rester sur leur support Diaporama, permet de découper des petites vidéos. Puisqu'en fait, on va leur proposer comme ressource des petits documentaires, des capsules vidéo, qu'ils pourront s'amuser à manipuler pour piocher les éléments qui serviront à réaliser leur trailer. Et puis donc Canva. Alors pourquoi je mets Canva? C'est en plus parce qu'en fait, on leur permet aussi de s'approprier cet outil. Quand vous avez le Canva Prof, vous pouvez créer vos propres classes. Donc à ce moment, ils ont leur compte. Enfin, ils ont leur compte. Ils se connectent par rapport à votre compte prof. Vous pouvez créer vos groupes. Et Canva permet à la fois d'enregistrer la voix off, de couper les petites vidéos, de mettre des animations. Donc sur Canva en ligne, c'est beaucoup plus simple que sur la version Diaporama. Mais on vous propose les deux. Alors, comment ça va fonctionner? On a des étapes à faire en classe et des étapes qui peuvent se faire hors la classe en fonction du temps dont vous disposez. Par exemple, le temps hors la classe, ça peut être à la maison, puisqu'ils sont en groupe, à la bibliothèque, ou sur les heures d'AP aussi, puisqu'en seconde, souvent, vous avez des heures d'aide personnalisées, en tout cas, il y en a dans mon établissement. Et ça peut être justement une façon de travailler les compétences numériques, de rédaction, avec le collègue qui se charge de l'AP. Donc, la première étape, l'accroche, mettre en place l'activité. Alors, on trouvait intéressant de leur proposer un document choc pour qu'ils comprennent l'enjeu. On n'est pas juste dans l'ouverture atlantique, le cours basique. Il y a vraiment des enjeux et des questions qui se posent aujourd'hui sur les populations descendants des Kalinago et des Amérindiens dans le reste de du continent américain qui se posent encore aujourd'hui. Donc par exemple, cette caricature qui met en avant cette question de découverte. Est-ce qu'on peut parler de découverte? Est-ce qu'il s'agit de premier contact? Est-ce qu'il s'agit d'un face-à-face, d'un affrontement? Donc, se poser la perspective. En plus, ça reprend la gravure traditionnelle proposée dans les manuels par Théodore de Brie. Autre type de document qu'on peut utiliser, donc le 12 octobre, enfin le deuxième lundi du mois d'octobre, c'est le jour où on fête aux États-Unis le Columbus Day. Et généralement, vous avez toujours des manifestations de contestation, justement, des descendants des populations indiennes du continent américain, pour poser la question de mais on ne peut pas fêter Columbus Day quand on voit justement les conséquences sur les populations autochtones. Donc ça peut être un élément qui va lancer le débat. Autre proposition, comme ils doivent travailler sur un web documentaire et donc réaliser une bande-annonce, on peut partir de la bande-annonce du film 1492 qui nous permettra justement de poser les bases de la thématique, mais aussi mettre en place les éléments clés de la construction d'une bande-annonce sur la qualité des images, le rythme, le récit, la mise en perspective des personnages et du contexte. Deuxième étape,
on leur propose leur mission, donc on construit la fiche sous forme de tâches complexes. Ils participent à un appel à projet de la chaîne d'histoire Historyflix qui va sélectionner le meilleur projet de web documentaire qu'elle souhaitera mettre sur sa plateforme. Donc pour cela, ils doivent proposer un aperçu en présentant justement ce que je vous ai montré tout à l'heure, les éléments types qui devraient figurer sur la page d'activité, sur la page d'accueil. Donc on pose les questions, on précise que ce travail est en groupe et on explique bien justement, on revient sur l'idée que les sources et les informations doivent intervenir. On remet aussi au groupe une grille d'évaluation pour qu'ils puissent vérifier qu'ils sont bien dans les cadres et qu'ils respectent les attendus. Donc on a fait 4 catégories: très bonne maîtrise, en cours d'acquisition, non acquis, puisqu'en fait, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils seront jugés sur la forme, mais aussi sur le fond. Parce que pour l'avoir expérimenté en AGGSP, souvent, certains, la forme, c'est parfait, c'est dynamique, etc. Mais sur le fond, la vérité historique, comme on le dit, il y a des éléments qu'il faut revoir. Les personnages ne correspondent pas à ce qui est demandé, enfin aux attentes de la consigne. Donc la grille d'évaluation leur permet pour chaque vignette de vérifier qu'ils sont bien dans le cadre et aussi par la suite de pouvoir améliorer cette activité. On va mettre à disposition de chaque groupe un dossier ressources. Parce qu'en fait, cette thématique, comme on vous l'a dit, elle est quand même assez nouvelle. C'est vrai qu'il y a certaines choses sur Internet, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Ou sinon, on peut avoir la confusion entre Tainos et Kalinago. Donc, du coup, pour faciliter la chose, surtout que c'est un niveau seconde, on va leur proposer une base documentaire qu'ils sont invités à compléter. Avec une bonification, bien sûr, en fonction des éléments qu'ils pourront mettre. L'avantage donc du mur collaboratif, c'est que l'enseignant, l'enseignante, pourra vérifier qui a téléversé quoi sur le pad et en fonction mettre une bonification individuelle. Parce qu'en fait, dans le travail en groupe, il y a souvent des gens qui travaillent et d'autres qui laissent aller. Donc là, ça permet on pourra, puisqu'ils doivent mettre leurs initiales, on pourra voir qui effectivement s'est engagé de façon plus active dans le groupe. On en profite sur la notion d'auteur et sur la question de la recherche documentaire. Je dois sourcer tous les documents que je mets sur le mur collaboratif. Je dois indiquer l'origine du site, l'adresse, de façon à ce que mes autres camarades puissent y aller, que le prof aussi puisse vérifier les sources des éléments qui sont indiqués. Ce dossier ressources, on va le mettre en ligne. On va favoriser cette option plutôt qu'un dossier papier. Les documents textes peuvent être donnés en papier, mais on va favoriser quand même tous les documents sur le pad. Donc, en amont, l'enseignant va réfléchir déjà aux problématiques qui vont être suggérées. Donc ici, on vous propose une organisation en 5 groupes. La colonisation des Antilles par les Kalinago, premier contact et conséquences aux Antilles, les Kalinago, une société originale, la deuxième vague de colonisation, contact et conséquences, les métissages issus des contacts dans l'arc antillais. Alors, soit on peut laisser les élèves choisir, soit aussi on peut déjà, à ce moment de l'année, composer nous-mêmes nos groupes. Il y a des thématiques qui sont plus simples que d'autres et où la recherche documentaire aussi va être plus simple. C'est-à-dire pour la construction du plan, trouver de l'iconographie, etc. Par exemple, la colonisation des Antilles par les Kalinago, c'est assez simple. Comme l'a expliqué Madame Artigot, on va retrouver ces informations assez facilement. Donc je vous propose de regarder un exemple. Donc pour le dernier thème sur les métissages, on leur propose un texte extrait du mémoire de maîtrise de l'historienne Jessica Pierre-Louis qui revient justement sur les unions, sur les traces, enfin l'intégration
finalement la dilution finalement des Kalinago dans les sociétés coloniales. Un deuxième document, toujours un texte, cette fois d'une autre collègue d'ailleurs, une collègue d'histoire géo qui a sorti 2 ouvrages sur les Amérindiens et les Européens dans la Caraïbe insulaire. Son ouvrage est assez intéressant, donc Madame Boulogne-Moriès Marilyn, qui enseigne au lycée de Bellevue, comme moi. Son ouvrage a un aspect intéressant, au-delà de l'approche plutôt anthropologique qu'elle propose, c'est que c'est vraiment un ouvrage de synthèse qui propose beaucoup de documents. Des documents textes particulièrement, et pour un enseignant, ça permet de gagner du temps parce que du coup, on peut aller piocher en fonction des éléments. Donc ici, on a choisi ce passage qui parle des langues. La transformation de celles-ci ou la disparition de certaines. Donc ça montre aussi que le métissage, parfois, amène justement à la disparition de certains aspects. Autre type de document, cette fois, on peut leur proposer des documents de source. Ici, il s'agit justement du traité de Basse-Terre qui aboutit à l'isolement, à l'exclusion des Kalinago en leur réservant uniquement l'île de Saint-Vincent et de la Dominique. Donc ça leur permet à la fois d'avoir accès à des documents de spécialistes, mais aussi à des documents sources. Comme, pour ce document, il y en a un autre plus lisible. Oui, oui, voilà. Là, c'est la version, puis on leur donne le texte clair, tapé. D'autres types de documents, donc l'élément de généalogie dont je vous ai parlé tout à l'heure sur Ernest Desproges, pour montrer, des unions amènent à un métissage génétique et à des personnes qui ont finalement, des personnalités qui ont finalement marqué l'histoire de leur pays. D'autres éléments qui vont nous amener à parler des Black Caribs, qu'ils ne connaissent pas, donc ça, ils vont chercher des éléments sur les Garifounas. Et puis, également, cette gravure qui montre que, avant qu'il y ait la guerre des Caraïbes et qu'il y ait effectivement certains affrontements, les Kalinago ont pu travailler de concert et aider les Européens, les colonisateurs européens. Donc, le Padlet peut avoir, le Digipad peut avoir cette configuration. Nous avons choisi, nous, de l'organiser selon des colonnes où on va nécessairement indiquer, remettre pour les élèves les consignes et les tutoriels pour chaque outil qui est proposé, les ressources de chaque groupe. Alors, par exemple, les vidéos et les podcasts seront les mêmes pour tous les groupes. C'est le dossier texte et images qui va changer. Le récit va donner accès au Digidoc pour qu'ils puissent avoir le lien pour travailler collaborativement, et donc l'enseignant pourra aussi contrôler sur le Digidoc l'avancée du projet et la pertinence. Digidoc, comme Framapat, propose également de voir l'historique des productions. Donc on sait qui a travaillé, à quel moment et a fait quoi. Et il y a aussi un outil de chat, clavardage, qui permet aussi aux élèves d'échanger, puisqu'en fait, on va leur conseiller de ne pas modifier ce qu'a écrit le camarade sans expliquer pourquoi. Donc on passe d'abord par le chat, et après on valide, et avec la couleur, on sait qui a fait quoi. Ils ont la possibilité aussi de fonctionner sous la forme de storyboard, puisque l'intérêt aussi de l'Historiflix, c'est pour que on a des élèves qui ont du mal avec la rédaction, en travaillant en storyboard, donc on part d'abord des images et après on écrit quelques lignes. Certains, on dédramatise un petit peu ce rapport à l'écrit. Donc voilà. Donc on peut leur proposer, s'ils ne savent pas structurer en plan, de réfléchir à leurs propositions sous la forme d'un storyboard, en partant d'abord des images et ensuite de voir la cohérence du texte par écrit. Dernière étape, qui se fait hors la classe, sauf si en AP, on a la possibilité de les aider dans cette démarche, mais ils ont tous les tutoriels et les outils qui leur sont proposés sont vraiment abordables, intuitifs. Il faut monter la bande-annonce et en classe, chaque groupe va présenter son projet. Et pour l'avoir testé avec d'autres thématiques,
ils sont tous attentifs au projet mené, à la pertinence, à la réalisation des bandes annonces. Ils sont parfois surpris des choix, soit d'images, soit de la bande son qui a été mise en place, proposée. Je crois qu'on a tout dit. Donc, les ressources, on va faire une petite pub quand même pour la Caraïbe. On va sur le site académique, donc il y a un Geniali qui reprend tout cela, qui va être présenté sous cette forme, qui présente les vidéos, des podcasts, des propositions d'iconographie et des propositions de texte, au-delà des dossiers documentaires qu'on aura proposés. Donc sur les vidéos, on a celle proposée par l'association de professeurs d'histoire-géographie de la Martinique, Polygon-la-Caraïbe, qui a réalisé 3 capsules vidéo à l'attention justement des scolaires, mais du grand public également, qui abordent justement des thématiques diverses. La communauté de communes du nord de la Martinique, Cap-Nord, s'est investie aussi dans cette recherche des racines Kalinago. Donc au-delà des fouilles, au-delà de la formation de leurs agents, ils financent la production de ce qu'on appelle la Minute ABK, qui est organisée par Mathieu Crabet, un archéologue, où en 1 minute, on va découvrir la signification d'un mot. Popcorn, Kanawa, voilà, c'est ce que j'ai en tête, mais il y a d'autres explications. On a aussi proposé aux élèves des captures de reportages documentaires proposés par la chaîne locale, en l'occurrence ici Martinique Première, qui à l'occasion des fouilles ou de certaines périodes de commémoration propose un certain nombre de ressources. Alors par exemple ici, celle-ci elle est très intéressante parce qu'elle nous montre comment se passent les fouilles sur le terrain chez nous, à Makuba. Et par exemple, cette vidéo, elle a l'intérêt de proposer des interviews, des entretiens avec des spécialistes, Benoît Bérard, archéologue et anthropologue, et aussi l'anthropologue Thierry Létang. On ne peut pas les avoir dans les classes, mais là, on peut les écouter. Vous avez aussi les 3 podcasts réalisés par l'historien Benoît Roux pendant les vacances pour Storia Voice, qui revient aussi d'une autre façon sur les éléments de cette histoire. Donc c'est bon, on a tenu le temps. Nous vous remercions de votre attention. Donc vous pouvez retrouver tous les éléments sur le site académique de la Martinique qui s'appelle Kanawa. Donc on est vraiment resté ancré dans cette identité Kalinago. On est aussi sur les réseaux et vous avez nos adresses mail. Si vous avez des